Bonjour, je suis Lucas Bernard. Je suis très content d'être ici au Festival de Bienne où je viens présenter mon deuxième film, À toute allure. À la base, c'était une idée du producteur avec lequel je travaillais, Florian Maul, qui avait une envie de comédie romantique. On développait différents films et il me dit pourquoi on ne ferait pas une comédie romantique. Moi, je disais d'accord, faisons une comédie romantique, pourquoi pas. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était assez dur de faire des comédies romantiques, et il avait cette idée d'une rencontre entre quelqu'un qui travaillerait dans les avions et quelqu'un qui travaillerait dans les sous-marins, pour qu'il y ait une opposition entre les univers de chacun. Ce qui était une idée assez porteuse. Eh bien, comme il y avait une rencontre qui était hautement improbable, à défaut de la rendre, disons, possible, il fallait la rendre crédible. Et pour la rendre crédible, il fallait qu'il y ait un mouvement qui emporte Pio Marmaille à l'intérieur du sous-marin. Et comme il fallait que ça... Voilà, pour que la chose devienne crédible, il fallait qu'il y ait de la rapidité. Parce que, comme il fait quelque chose de profondément déraisonnable, la seule chose qui pouvait faire passer cette folie, c'était la vitesse. Et du coup, cette vitesse a amorcé le film et elle est restée tout au long de l'histoire. Le problème, c'est qu'on se souvient bien des choses compliquées, mais on se souvient mal des choses simples parce que ça s'est fait assez naturellement. Non, c'est une question que je trouve intéressante. Peut-être c'est peut-être quand même la séquence chez Fred. C'est-à-dire qu'au deuxième tiers du film, il y a un rebond comme ça qui va renvoyer Eya Idara sur la piste de Pio Marmaille, alors qu'elle est revenue à terre. Et il fallait trouver un rebond pour la relancer. Et ce rebond se fait dans une scène tout à fait familiale, avec des préoccupations tout à fait familiales de qui est-ce qui s'occupe des vacances, comment on organise les choses, avec des enfants qui hurlent autour et qui rendent toute la scène absolument confuse et qui, là encore, accélèrent la scène, en fait. Le film commence par un typhon. Et donc c'est vraiment la tempête qui accélère le film et qui lance l'action. Et c'est venu très naturellement qu'une fois à terre, et donc pour ainsi dire à l'abri, le typhon vienne des enfants, en fait. Que ce soit la vie de famille qui constitue un typhon accélérateur, un ouragan d'accélération comme ça, qui fait repartir le film. Alors, très vite, on s'est dit qu'on allait tourner en France. C'est-à-dire que comme le film se passe aux quatre coins de la planète, on fait vraiment le tour du monde avec le film. On commence à Tahiti, on est supposé être dans le désert à Djibouti, on est supposé être au pôle Nord. Enfin vraiment, on fait le tour de la planète. Et très vite, on s'est dit qu'on n'allait pas du tout se lancer dans une ambition de production qui consistait à effectivement emmener l'équipe à l'autre bout de la planète. Et du coup, on a vraiment tout fait en France. Et donc l'idée, c'était en France métropolitaine, j'entends. Et donc l'idée, c'était de trouver des solutions qui permettent en fait de donner cette crédibilité de voyage, alors même qu'on quittait pas l'Hexagone. Il faut prendre le problème par un bout. Et nous, la première solution qu'on a trouvée et qui a fini par polariser tous les décors, ça a été de tourner dans une frégate démilitarisée qui était à Nantes. Et à partir du moment où on savait qu'on allait tourner dans une frégate démilitarisée au motif qu'elle avait 2 ou 3 étages sous l'eau et que du coup, ça nous livrait 80% du décor du sous-marin, à partir de ce moment-là, on savait qu'on partait en Pays de la Loire. Et comme on était en Pays de la Loire, le reste a suivi en fait. On commence à chercher autour de ça. Et c'est comme ça qu'on finit par organiser les décors, trouver les bons décors aux bons endroits. Donc c'est comme ça qu'on finit par choisir les régions, en fait, de façon finalement assez prosaïque. S'il y a 2 personnes qui s'aiment et qui ne peuvent pas être ensemble, c'est un drame. S'il y a 2 personnes qui s'aiment mais qui ne savent pas qu'ils s'aiment, c'est une comédie romantique. Et du coup, la comédie romantique, elle s'articule toujours autour d'une impossibilité. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui s'aiment, on sait qu'ils s'aiment, tous les seconds rôles savent qu'ils s'aiment, et à l'arrivée, ils vont finir ensemble. Ça, c'est le prédicat du genre. Mais du coup, il faut trouver le lieu de l'impossibilité du couple. Il faut que quelque chose les sépare et que ce soit très fort, en fait. Et du coup, le fait d'avoir à la fois
ce qui était intéressant narrativement, c'était qu'à la fois, ces deux profils très différents, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est plutôt, qui est steward, qui du coup va être léger, va faire la fête, va aimer organiser des parties avec ses potes, faire des cocktails, et à côté de ça, elle qui va être dans une ambiance beaucoup plus rigoureuse, parce que quand même elle fait partie de l'armée. Et en même temps, ils sont reliés par l'uniforme, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de gémellité dans la façon dont ils se présentent, ils sont habillés presque de la même façon, mais ils ont des modes de vie qui sont fondamentalement différents. Et ça crée à la fois une zone de conflit et une zone de connivence qui était très efficace pour la narration et pour le comique. La particularité du sous-marin et la particularité au cinéma, c'est qu'il faut que ça ressemble à un sous-marin. Et il faut trouver une homogénéité qui fasse que la chose devienne crédible. Et donc, la construction du sous-marin se fait en plusieurs étapes. À partir du moment où on savait qu'on était dans une frégate démilitarisée, il allait falloir que les décors qu'on allait construire en studio raccordent avec la frégate démilitarisée. Mais du coup, il fallait que Frank Schwartz, le chef déco, arrive à trouver une convention où il faisait rentrer des ordinateurs, des écrans, un peu de technologie numérique, mais pas trop dans un décor qui était assez analogique. Et il fallait trouver comme ça un petit point d'équilibre, un petit point de pivot pour que le sous-marin dans son ensemble paraisse indiscutable. Et pour parachever ça, c'est-à-dire pour avoir quelque chose de vraiment très homogène, il fallait que les sous-mariniers aient l'air d'être des sous-mariniers. Et du coup, il y avait en plus de ça un travail sur les costumes, pour que tous les sous-mariniers soient habillés comme ça, tous avec une chemise nickel chrome, qui n'a absolument rien de réaliste. Et ça n'a rien de réaliste aujourd'hui, mais je pense que c'était pas plus réaliste dans les années 80 ou 90. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans une convention totale où on se dit, ok, il faut que le sous-marin ressemble à un sous-marin, à l'idée qu'on se fait du sous-marin, et il faut que les costumes ressemblent à l'idée qu'on se fait des sous-mariniers. Et c'est cette homogénéité-là qui a été vraiment le grand défi pour les différents corps de métier. Alors pour avoir discuté avec des gens, avec des militaires, parce que du coup on a eu le soutien de l'armée pour faire différentes séquences du film, a priori il commence à y avoir des recrues féminines qui vont travailler dans les sous-marins, et on devrait avoir des femmes en position d'être commandant ou commandant en second des sous-marins nucléaires dans 10 ans, grosso modo. Ce sont les informations que j'ai. Du coup on est un petit peu en avance. Mais pas de beaucoup. Alors toutes les scènes ont été tournées assez rapidement en fait. C'est-à-dire que voilà, on avait beaucoup de choses à faire, on avait beaucoup de choses à tourner. C'est une question particulière, la question de la vitesse, parce que c'est toujours par rapport à la complexité de la scène. Donc il y a des scènes qu'on a tournées très vite, mais qui quand même ont pris plusieurs jours. Genre l'arrivée dans la base, ça nous a quand même pris 2 nuits et demie, quoi. Donc d'un certain point de vue, c'est très rapide. De l'autre, on y a quand même passé du temps sous la pluie dans cette base. Après... Ce qui était assez amusant à faire en tant que film, c'est que comme on était très tenu par un décor qui était très petit, il y a beaucoup de séquences qui ont été faites en un plan ou en 2 plans. Et donc il y a comme ça, il y avait une espèce d'énergie dans les scènes où on pouvait vraiment rentrer des moments de comédie où juste on collait la caméra dans le couloir, on avait les 2 types qui venaient, qui partaient, et tac, c'était rentré très vite. Ça, le fait de rester dans l'énergie des acteurs, ça c'était très agréable. Alors les Inuits ne sont pas des Inuits. Les Inuits sont tibétains. Voilà. À un moment, on s'est retrouvé confronté avec la directrice de casting à cette question-là, qui était qu'il fallait trouver des Inuits qui parlaient Inuit. Et ça, on trouvait pas. On trouvait pas en France. Et du coup, comme on savait pas exactement où est-ce qu'on était sur Terre, dans cette séquence, on savait qu'on était dans le Nord. Dans le scénario, il y avait écrit la mer de Barents. Et donc on s'est dit, ok, on va créer une convention, de la même façon que les sous-mariniers ne sont pas habillés comme des vrais sous-mariniers, on va dire qu'on est quelque part avec des gens qui parlent un langage qu'on ne comprend pas. Et donc on s'est dit, ok,
partons sur des Tibétains qui vont parler tibétain parce que personne parle tibétain. C'est-à-dire personne parle tibétain et personne n'est capable de reconnaître du tibétain. Ça fait partie vraiment des langues. Faut avoir même les sinologues un peu pointus, ils peuvent finir par reconnaître par déduction, remarquez. Mais voilà, donc on est parti là-dessus et grosso modo, et ce qu'ils disent est un secret. Mais c'est des blagues. C'est des blagues par rapport à ce qui se passe, ils font des petits commentaires, ils rebondissent par rapport à ce que dit Pio. Ce n'est pas totalement dénué de sens, c'est assez drôle. Mais ça fera rire que les Tibétains, du coup. Alors attendez, si c'est une suite, ça veut dire que ils sont déjà en couple. C'est pas facile parce que, alors, c'est un peu ardu parce que, comme elle est quand même supposée être militaire et qu'on n'est pas sur le territoire français, c'est-à-dire qu'elle peut pas être ici en tant que militaire. Sauf à considérer une alliance que la Suisse a des sous-marins. Remarquez, ça peut être ça. Ça peut être à un moment, le gouvernement suisse décide de développer une flotte de sous-marins et donc ils ont besoin de spécialistes pour venir mettre en place, c'est ça, la rencontre entre une officier de sous-marin. Remarquez, on n'est pas très loin d'une problématique de comédie romantique, c'est-à-dire que si la Suisse décide de s'équiper d'une flotte de sous-marins, ce que à ma connaissance elle n'a pas, mais peut-être j'ai tort, et qu'elle demande donc un Suisse-Allemand de chapeauter la création d'un sous-marin et que du coup il doit rencontrer une officier de sous-marin française, qui du coup voilà, ça peut être assez marrant.